Bien, bonjour tout le monde, buenos días. Vamos a empezar esta primera sesión plenaria Bien, bonjour tout le monde. Nous consagrada allons a la salud commencer la individual première y séance consacrée à la pathologie duel et expertos nous avons de un gran renombre panneau con una d'experts larga très trayectoria renommés avec un profesional long y gran parcours experiencia professionnel van a derrière eux hablarnos de et temas qui vont nous parler muy de interesantes sujets très intéressants. y sin perder más tiempo Et sans voy a dar attendre la palabra davantage de al temps, doctor nous Néstor allons céder Serman. la parole au Creo que el doctor docteur Serman Nestor Serman. necesita que lo Je presentemos. crois qu'il ne faut pas Es le un présenter en raison un profesional que ha intervenido ya de ce varias veces long en Biarritz, parcours. C'est quelqu'un no para su qui est profesión, déjà sino como intervenu autor très souvent à Biarritz, mais de parmi ceux larga qui complejidad peut-être n'ont del pas canal encore eu Marañón l'occasion de le connaître, il Madrid. travaille à Es l'hôpital presidente universitaire de del Foro Marañón de Mundial Madrid, de Patología président Dual de l'Association y mondiale de servicio pathologie como duelle responsable et qui general a donc del campo de servicio beaucoup de d'expérience dans le domaine mantenimiento. des addictions. Je vous cède le micro. Muchas Allez-y. gracias. Va a ser una Bien, sesión en merci español. beaucoup. Ça va être une séance en espagnol. Merci beaucoup, les amis. Mer- Gracias a los organizadores, gracias Grand Arcadi, merci gracias Jean-Pierre à tous les por organisateurs et à esta Jean-Pierre également, maravillosa en invitación a raison tener de esta ciudad cette tan bonita, merveilleuse invitation à se gracias trouver por dans cette la ville ayuda que estemos todos aquí aussi dentro, porque belle. La estamos más tempête fuera que nous aide dentro. à être ici au lieu d'être à la plage, certainement. Dicho esto, mis Ceci agradecimientos. Voy dit, mes a hablar en remerciements, español je vais parler dans les prochaines minutes acerca de concernant. no voy a traducirlo Je ne al vais español pas de le gambling porque creo que traduire es una en palabra que no tiene espagnol, traducción exacta, le mot pero gambling más en claro espagnol, parce que sería je crois que c'est beaucoup plus gambling facile o d'utiliser le gambling terme dual tel quel, disorder, como nosotros le le pusiéramos, gambling dual disorder, acerca de las comme on aime le evidencias dire, que hay et cuando concernant hacemos les évidences que prevención nous avons en quand nous gambling. faisons de la prévention dans le gambling. Bueno, mi disclosure, esta es la Bien, agenda de mi voilà presentación. Voy a l'agenda de introducir un ma poquito présentation. Je rápidamente el vais donc concepto introduire de très gambling dual rapidement ce disorder. concept Voy a hablar du de las gambling evidencias, dual de las disorder. Je vais vous parler des évidences, evidencias en prevención, perdón, en termes de y las prévention conclusiones. et ensuite les Desde el punto de vista conclusions. Depuis le evolutivo, point de el vue juego debe évolutif, ser le jeu entendido doit como una être actividad compris comme universal, une como las activité drogas. Las drogas que han usado durante universelle, miles de comme les años, drogues. Les drogues ont été utilisées el pendant alcohol, des milliers d'années, los l'alcool, opiáceos, la les cocaína, pues es lo mismo con el juego. opiacés Es parte et de la la cocaïne. condición Et de humana même que le jeu, que c'est une partie el de la cerebro ha condition humaine necesitado que le para cerveau a eu tener un besoin funcionamiento pour avoir social. un La fonctionnement mayor parte de la social. La gente plupart des alrededor personnes del mundo, aux alentours du monde solamente las jouent pequeñas et personas, seulement aquellas personas un que son certain groupe, vulnerables, ceux van qui a sont tener un problema vulnérables, de auront adicción véritablement un al gambling. problème avec En ce algunos casos, gambling. esta Dans enfermedad tan certains grave cas, como otras cette enfermedades maladie est aussi psiquiátricas. grave que d'autres La conducta maladies de juego no debe ser clasificada mentales. como La adictiva classification de porque jeu ne doit pas être donc no depende del considérée tipo de comme juego, de la addictive frecuencia de parce que juego, de cela la ne cantidad dépend de pas juego, de la sino quantité que de jeu, está de la basada en fréquence, esa mais vulnerabilidad. surtout basée Tenemos sur que cette vulnérabilité. observarlo Il nous faut desde una l'observer perspectiva depuis un point de tridimensional. vue donc El juego de la normal en dimension. el Un otro jeu extremo de la escala, la normal à adicción al juego y l'extrême entre de medias l'escale, una variabilidad de l'addiction de l'autre gente que tiene côté et problemas, au pero que no milieu afecta a une todas las áreas variabilité. individuales. Il y a des problèmes, mais cela ne touche pas toutes Venimos les aires sabiendo desde hace individuelles. muchos años Nous écoutons. Il en était de même avec les drogues dans del les siglo années pasado 80 du que siècle el problema de passé, que gambling le es problème un du problema gambling est un conductual, problème de ignorando comportement, que es una en enfermedad ignorant que mental. c'est une Así maladie venimos mentale. sabiendo que C'est el ainsi qu'on vicio, écoutait que le los vice, ludópatas, on a no sé des si hay alguna traducción en ludopathes, traducción, le mot en posiblemente français, haya ce alguna serait traducción en ludopathe. Je ne sais palabras pas s'il y a des ortodoxas, queda desactualizada la équivalents, c'est definición. une, Se habla de gente que un cae mot très y queda atrapada stigmatisé, por el des juego, gens attrapés par le jeu directement. o Donc, pasar mucho tiempo ou qui jugando passent va a beaucoup de producir temps cambios dans ce neurológicos jeu en el vont cerebro que van a développer producir des gambling changements disorder. effectivement Esto plastiques con dans todas le cerveau qui va provoquer précisément los ce comentarios que gambling. oímos Et ce sont les nos commentaires que nous écoutons ignoran que justement dans estamos le fait hablando de una d'ignorer, enfermedad comme on dit, mental y que por c'est une tanto de una maladie enfermedad del mentale et cerebro donc humano. une La maladie du perspectiva de la cerveau patología humain. dual Les perspectives de cette pathologie nos duelle dice que nous indiquent la aceptación social que y el ambiente l'acceptation sociale acercan et a las personas l'environnement al juego, pero son approchent les factores personnes au individuales, jeu, mais ce sont des facteurs individuels, genéticos, c'est-à-dire neurofisiológicos, génétiques, rasgos de personalidad, los que neurobiologiques et des traits determinan de personnes qui ser vulnerables déterminent o ser être resilientes a vulnérables ou una résilients enfermedad à mental, en avoir este cette caso maladie a mentale sufrir et gambling donc disorder. à De souffrir ce acuerdo a la gambling comunidad disorder. científica, las Selon funciones la mentales communauté se basan en el cerebro. scientifique, les Hay dos fonctions hemisferios, mentales se la trouvent dans le cognición y la cerveau conducta.
tel que le comportement. Donc, les dysfonctionnements dans le cerveau vont provoquer également des altérations dans le fonctionnement mental, des dysfonctions que nous appelons, nous, les troubles. La neuroscience nous indique que l'addiction va engager une série de processus cérébraux interconnectés et qu'il n'est pas possible que ces problèmes cérébraux vont avoir une seule expression symptomatique telle l'usage incontrôlé du jeu. Nous, depuis le point de vue de la recherche, et ce sont des études sur les animaux, nous faisons une différence entre utiliser des drogues, dans ce cas-ci c'est le jeu, ou chercher le jeu. Et la recherche trouve que ces taking tracks, chercher ou trouver le jeu, sont interconnectés. Mais ce qui est le plus important, c'est chercher le jeu. Il y a un mot dans le domaine du gambling qui s'appelle chasing, qui probablement on pourrait assimiler justement à ce fait d'aller à la recherche du jeu, chercher le jeu. Il y a très longtemps, on avait publié cet article pour soutenir le modèle de maladie. L'un des aspects fondamentaux de cet article, c'est que seulement une minorité, très petite minorité des personnes exposées aux drogues ou aux jeux vont développer une addiction. C'est pourquoi nous devons changer du paradigme classique que l'addiction dépend de la fréquence d'exposition au jeu ou un nouveau paradigme basé sur la vulnérabilité individuelle. N'est pas addict au jeu celui qui le souhaite, sinon simplement celui qui a cette vulnérabilité. Les facteurs qui déterminent cette question-là pour les psychiatres commencent très tôt dans la vie, très tôt. Le cerveau a des changements structurels organisés génétiquement, évidemment, qui vont exister bien avant qu'apparaissent ou que n'apparaissent pas des symptômes du jeu. C'est pourquoi nous avons des facteurs neurobiologiques et des facteurs neuro-environnement et qui disposent les personnes à avoir des troubles mentaux. Quand ces personnes ont ces troubles mentaux, s'ils utilisent des drogues ou du gambling, ils vont développer ce que nous appelons une pathologie ou le gambling duel. Selon les études, une très petite quantité de la population mondiale, 0,04%, auront ce gambling disorder. Des études épidémiologiques nous indiquent que le 96,3% des personnes qui ont du gambling auront d'autres troubles mentaux, et cela sans considérer dans cette étude les troubles psychotiques ou les traits de personnalité. Par ailleurs, la prévalence dans les unités de psychiatrie, près de 7% ont également de gambling disorder, même s'ils sont rentrés pour des raisons de psychose, par exemple. Ce qui nous a amené nous-mêmes à essayer d'envisager et de reprendre ce mot de gambling dual disorder. On n'a pas voulu avoir un autre terme, mais simplement pour avertir les cliniques quand ils vont voir un patient de gambling de chercher d'autres troubles mentaux. Nous avons introduit aussi le concept de psychiatrie de précision dans ce domaine de la pathologie duel. Ceci n'est pas nouveau. Cela fait très longtemps que Hippocrate disait déjà que ce qui est le plus important, c'est le type de personne qui a une maladie et pas la maladie qu'une personne peut avoir. On sait que chaque drogue a un effet différent dans le cerveau. Les amphétamines, par exemple, améliorent les enfants avec du TDAH et ils ont un effet différent sur d'autres personnes. Le jeu aussi a un effet de récompense pour les personnes vulnérables qui est très différent aux autres personnes et qui font que ceux-ci vont développer donc une attitude compulsive. Nous savons qu'il y a des différences sexuelles. Par exemple, la génétique nous montre qu'il y a une prédominance chez les hommes. Les facteurs génétiques sont déterminants pour avoir ces troubles, tandis que pour les femmes, les facteurs de l'environnement jouent aussi une grande perspective. Depuis les stratégies de précision en psychiatrie, il nous faut prendre compte de 3 lieux. Ne pas rester simplement avec le génotype, ce serait un gambling disorder, mais chercher les endophénotypes
s'ils ont un TDAH ou une impulsivité très élevée. Cela nous amène à des traitements personnalisés et nous devons l'étendre aussi dans la prévention. Nous devons avoir une prévention basée sur des évidences. En médecine, notre compréhension vient des évidences. Il y a la prévention en gambling basée sur ces évidences. C'est une question, on ne le sait pas exactement, que les stratégies pour établir le gambling véritablement sont basées sur des évidences scientifiques. De manière générale, on parle très souvent d'une prévention basée non pas sur des évidences, mais surtout des campagnes qui viennent à marquer effectivement ou des offres qu'on donne aux jeunes pour prévenir le gambling ou des propositions même prohibées. Mais ceci n'est pas ainsi. Les types de prévention, il y a beaucoup de classifications. J'ai repris ces trois que nous espérons publier très rapidement sur la prévention primordiale, primaire, secondaire et tertiaire. La primordiale est adressée à la population générale, la primaire aux personnes qui ont des risques, la deuxième ou secondaire pour les personnes qui ont déjà un traitement et la prévention tertiaire à la récupération. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage. Qui sont les personnes sous risque? Par exemple, les enfants et les adolescents avec une impulsivité élevée doivent être identifiés. Ceux qui ont aussi effectivement le ADHD, donc des troubles mentaux déjà dans leur famille nucléaire et qui ont déjà des personnes avec ce genre de troubles bipolaires ou encore des jeunes qui ont des problèmes de comportement. Et il faut aussi tenir compte des jeunes ou des personnes ayant des traits psychopathiques de personnes. Les adolescents, normalement, sont plus vulnérables. Nous savons que nous avons un cerveau, parce qu'ils ont un cerveau moins mature. On doit protéger cette population adolescente. Mais nous savons que la prévention universelle dans des programmes adressés aux adolescents a eu un énorme échec pour prévenir les conduites de jeu. Ils doivent être donc éduqués concernant leurs propres risques, mais aussi ceux de la famille, donc des risques personnels. L'éducation dans la famille des parents, ce comportement des parents doit être très considéré parce qu'ils ont un profond effet sur les adolescents et les parents doivent être éduqués sur les risques. C'est donc la disponibilité de gambling qui est un impact, qui est plus de gambling si nous avons plus de salons de jeu à Biarritz, il y aura plus de gambling. Est-ce que l'on dit avec l'alcool, s'il y a plus de bistrots, il y aurait plus d'alcoolisme? Non. L'évidence dit que non. Mais c'est vrai que la disponibilité des salons de jeu est un facteur très important pour ceux qui ont ces troubles et dans la rechute également. On a réalisé des évidences dans cette étude récente se basant sur différents aires, par exemple réduire l'offre et la demande, réduire le risque ou réduire les dommages. En réalité, les stratégies qui ont été révisées ne sont pas consistantes et ne révèlent pas qu'on est en train d'agir correctement. Dans cette révision systématique, celle réalisée sur des personnes qui jouent en ligne, il nous faut aussi des études rigoureuses parce que nous n'avons pas de résultats corrects. Nous savons, selon des études épidémiologiques, que une sur 10 personnes qui a un problème de gambling disorder va chercher de l'aide professionnelle ou dans des groupes d'auto-aide. Et c'est très difficile dans nos études alors de recruter des patients avec des gambling disorders. Dans notre hôpital à Madrid, nous avons développé un programme qui va directement à la population générale pour essayer d'identifier des personnes ayant ces problèmes associés au jeu. Nous savons, parmi les facteurs génétiques, que ceci joue un rôle très important, le risque polygénétique élevé qui est un facteur quantitatif. Il y a des personnes très vulnérables, peu vulnérables ou à vulnérabilité moyenne. Il faut en tenir compte. Là, on a développé aussi dans la prévention secondaire des contrôles de jeu pour des personnes qui souffrent des troubles légers, imiter le temps, l'argent disponible, mais les résultats sont pour ceux qui ont un niveau très peu élevé de gambling. Ensuite,
Il y a d'autres applications pour essayer de contrôler ce gambling, également pour des personnes qui ont ces maux ou ces troubles très légers ou qui rentrent dans un traitement. Toutes les évidences nous montrent cependant qu'il nous faut avoir un traitement intégré pour traiter la pathologie duel et non pas seulement le trouble par jeu. Le diagnostic doit identifier dans les autres symptômes qui accompagnent ce gambling disorder. Ça doit être un diagnostic dimensionnel, léger, moyen ou très grave. Et le traitement doit être toujours biologique, psychologique et social, ce qui n'a pas lieu jusqu'à l'instant. Mais dans cet ordre, biologique d'abord, ensuite le psychologique et le social, qui est très important, mais toujours dans cet ordre. Et les traitements doivent être se centrer non seulement aux catégories de diagnostic, mais par exemple à l'impulsibilité qui est très importante parmi ces patients avec du gambling disorder. Nous savons que les patients sont très hétérogènes, comme tout trouble mental. Une fois que nous arrivons effectivement à l'identifier, ces phénotypes, comme je disais dans le gambling, et l'impulsivité est très importante. Il y a des études qui montrent qu'il y a déjà des marqueurs génétiques pour pouvoir chercher le résultat. C'est une étude australienne. Dans ce cas-là, il est très important en réalité de cette psychiatrie de précision de savoir que les rechutes et l'abandon. Nous savons que effectivement, quand il s'ennuie, cela provoque beaucoup plus de stress avec le cortisol et qui malheureusement peut produire des effets contraires à ce que nous recherchons. Attention avec des réponses standards avec nos patients. Il en est de même pour le traitement avec les médicaments. On sait que quand on leur offre aussi bien la naltrexone ou la acétylcystène, mais il n'y a pas toujours la même réponse. Mais c'est vrai que les personnes avec une grande impulsivité vont répondre mieux au traitement donc médicamenteux. Et je termine. La prévention aussi nous dit que 2 décennies après le diagnostic, normalement, le gambling disorder va évoluer vers la rémission. Les problèmes du, certains problèmes associés au gambling donnent lieu à une rémission très rapide au bout d'une année. Mais nous savons qu'il y a des personnes avec ces troubles vont connaître des rechutes tout au long du temps. Et les études nous indiquent que le niveau ou le taux de rechute est très élevé. Être un gambler, quelqu'un qui aime ce jeu de manière pathologique, est une condition qui va jamais pouvoir être soignée. Il nous faut orienter les patients vers la récupération, orienter son impulsivité, par exemple, pour choisir des travaux et des activités qui tiennent compte de cette condition et ce trait de personnalité impulsive. Bon, nous savons aussi que cela n'est pas pris en considération, que les systèmes de prévention ne tiennent pas compte des évidences scientifiques. On continue à parler avec des aspects communs généraux à tous et nous savons que cela ne fonctionne pas ainsi. Je crois que c'est la dernière. La pathologie duel est le paradigme basé sur la neuroscience et dans la psychiatrie de précision qui détermine comment traiter les personnes plutôt que le gambling disorder. Il nous faut traiter les personnes véritablement, voir que le phénotype existe avec eux. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. Et dans les nouveaux outils technologiques tels qu'ils apparaissent vont nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Depuis le congrès international, nous allons préparer un autre congrès qui aura lieu à Shanghai, en Chine, en juin de l'année prochaine et nous vous invitons à être présents. Merci beaucoup de votre assistance. Bien, merci beaucoup, Nestor, de cette excellente présentation et non seulement de respecter le temps, mais aussi nous accorder un temps de plus et qu'on pourrait profiter ensuite. Je vais passer donc la parole au docteur Ignacio Basurte,
qui a beaucoup d'expérience aussi dans l'expérience des addictions et qui est responsable de l'une des cliniques les plus importantes en Espagne, qui est celle de López Ibor de Madrid, et qui va nous parler du trouble du tabac et les pathologies duales. Je vous cède la parole. Disculpa que me baje un poquito esto, que es una cuestión de talla. No sé si se me escucha bien. Sí, bien, gracias. Est-ce que vous m'entendez? Pues, Très bien. pues buenos días a todos. Muchas gracias a toda la Bonjour, organización bonjour que à nos tous, esté bonjour à hoy l'organisation. On s'est acompañándonos vraiment a todos, Jean-Pierre, senti gracias très por bien accueillis. Merci beaucoup. y vamos a hablar hoy de Et nous allons tabagismo, parler maintenant du porque tabac, dentro de las líneas puisque que trabajamos más, dans les lignes como qu'on sabéis, travaille le plus, Néstor, Carlos, Pablo, Nestor, Carlos, Pablo, trabajamos todos juntos, nous ¿no? En el travaillons tema de la tous patología ensemble dual, que en formamos pathologie parte duelle. tanto de Nous la Sociedad faisons Española de partie aussi Patología bien de Dual la como de Société la espagnole de Fundación la Odontología pathologie Dual, duelle que de y hay la, determinados nichos Fondation de que nos pathologie. tocamos Il y o a que nos des solemos niches tocar o no se suelen tocar muy qu'on- habitualmente en sur la lesquelles on ne práctica travaille habitual pas trop dans la y pratique como es el habituelle, tema del juego, que hoy ha comme par hablado exemple el doctor le jeu Sherman que le docteur bueno, pues Sherman a otro évoqué. aspecto Et que a lo un mejor autre sí que se ha aspect afrontado qui a más été peut-être en otros évoqué países, ¿no? Como en Estados Unidos, peut-être plus dans a d'autres pays mediados comme les de la segunda États-Unis, década del siglo euh, XXI. dans la Aquí deuxième en décennie España, du pues XXe siècle. vimos que era un En aspecto Espagne, on s'est rendu todavía compte que huérfano, c'était ¿no? quelque Y que chose de no ne pas tenía assez un traité abordaje et qu'on adecuado. n'avait pas un abordage Entonces assez surgió précis. Et la donc, à cuestión partir de là, on de s'est que efectivamente posé la el tabaco, question tal y como se está le planteando en comme on España, le voit pues actuellement en es Espagne, una adicción est une que está addiction totalmente ignorada, ¿no? tout à fait El doctor ignorée. Sherman ha hablado C'est une ya dépendance ignorée. Et le docteur Sherman de a si el parlé tabaco es una cuestión de du vicio, fait de si le tabac frente est al une juego. Y yo voy question a de insistir un vice poco en par esto, rapport au, pero lo que au sí que jeu. tenemos claro es Ce que qui est clair, el en tabaco tout es la cas, c'est que patología dual más il frecuente, faut la más traiter, c'est y la sobre plus todo ignorée, la plus fréquente, la que ignorée par les professionnels. sistémicamente o Et du estructuralmente point de vue structurel nunca et se aborda systémique, c'est de celle una qui n'est manera pas integral traitée de dentro de façon los planes de tratamiento. intégrale dans No les sé lo plans que decís desde de Sensacia, traitement. Je ne sais pero pas quelle est votre nosotros, y expérience en luego France. presentaré los Mm, resultados de un estudio epidemiológico que Tout à l'heure, je realizamos, vais vous présenter les résultats bueno, d'une pues étude réalisée en efectivamente el Espagne tabaco, et vous verrez que le aparte de tabac, humo, lo que sí que muestra es un poco par la de fumée, il que no montre estamos ni viendo ni qu'on diagnosticándolo ne le voit y pas, sobre on ne todo le no tratándolo, diagnostique con lo pas et cual on ne le sí traite que pas. hay Ah, en vraiment, il y a cuanto un al biais abordaje de esta important par problemática rapport sobre à todo que hoy l'abordage de cette problématique, de cette evidentemente pathologie está duelle generando un grave problema de qui salud. engendre un grand problème de santé. Bueno, pues ha hablado ya el doctor Sherman, ¿no? Le De este docteur trabajo Sherman vous a de déjà nuestra parlé de ce aquí, travail en el cual du pues ya docteur presentaba cómo Volkov también el tabaco et de son no es una équipe cuestión qui de vicio, présentait sino que déjà necesidad. Hay le distintas tabac visiones non o pas distintas comme formas, ¿no? Pues un tampoco vice, de mais mirar el comme une tabaco maladie mentale. como Et il y a habitualmente plusieurs todavía approches pour viviendo voir le tabac. en On le España, voit souvent en en el Espagne cual desde la visión comme tradicional, la droga al final avec une no vision son las traditionnelle personas que sufren où este tipo de trastorno, les personnes pues, atteintes de ce pues, trouble pues es por una cuestión de que no decide dejar de fumar, le font parce que si no quiere qu'elles dejarlo ne es veulent porque pas no arrêter de quiere fumer. S'ils y una n'arrêtent cuestión. pas de fumer, Y c'est en el parce resto qu'elles de ne le las veulent pas. sustancias a lo mejor hay un Et poquito más de peut-être mentalización, pero sin avec les embargo, autres substances, il y a desde plus el punto de vista de conscience, un peu tradicional, plus pues incluso los alors qu'avec clínicos le pues no lo tabac, même orientamos de una les manera cliniciens adecuada, ne ¿no? Lo la, consideramos como una conducta non, voluntaria y que considèrent que c'est une finalmente conduite pues tout à fait volontaire no et requiere un que tratamiento porque tiene il como otras n'exige pas cuestiones un más traitement importantes, ¿no? parce qu'il y a d'autres questions plus importantes. Visto desde una perspectiva clínica, Vu hoy pues sí que d'une podríamos approche y clinique, tenemos on peut suficiente base affirmer, et on a neurobiológica déjà y tenemos assez de bases bastante base genética, neurobiologiques et on a pues assez de para ver bases que génétiques efectivamente el pour problema del affirmer consumo que, en pues no effet, le depende de la problème de persona en consommation ne sí, sino dépend de una pas de la vulnerabilidad personne, individual mais que d'une va a hacer o le va a vulnérabilité predisponer individuelle justo a estas qui va cuestiones, la ¿no? rendre plus vulnérable à ces questions. Y es así que en la clasificación internacional de C'est enfermedades, tanto ainsi que la dans DSM-5TR le como DSM-5TR et dans como d'autres en la CIE-11, pues se manuels encontramos de maladies comme la C11, que on efectivamente
sus propios on criterios, igual retrouve des critères propres, bueno, pues igual que los opiáceos, igual comme les que todas opiacés, las que comme sean medicación o estimulantes le y reste también de pues otras como médicaments el alcohol o stimulants et demás, ¿no? d'autres Y sin substances comme embargo, l'alcool, par pues exemple. cuando hacemos revisiones de historias Cependant, médicas, quand on pues vemos fait des que révisions de dossiers médicaux, esos datos de on se consumo rend según compte el récord, que sin les embargo, données de el tema del consommation tabaco pues sigue euh, sin aparecer en las historias sont clínicas, ¿no? recueillies, mais dans Y bueno, les y esos bloqueos dossiers posteriores a lo médicaux, mejor il porque n'y a son muy pas, similares al resto on de las recueille pas sustancias, le también tiene un tabagisme. grado de Il inmersión y de a, gravedad euh, y estas et il, características pues son muy similares al resto le de las tabagisme a sustancias, une con lo gravité et il cual a des es una caractéristiques sustancia similaires à adictiva d'autres y substances. que C'est sigue une substance clasificándose, addictive pero sin et embargo sigue sin elle est diagnosticarse. classée, mais elle n'est pas encore Bueno, no assez hay que hablar del diagnostiquée. impacto, ¿no? Pero que tiene el tabaco, pero sí, Bon, l'impact du sí que tabac, on le ver, ¿no? connaît, mais il Cómo el faut tabaco, voir que si fuera le un virus, pues tabac, si c'était realmente un sería virus, una vraiment, pandemia ce perpetua, ¿no? serait Genera más de une 8 pandémie. Il millones de muertes euh, anuales. Eh, engendre plus de 8 son millions de una de cada décès 5 annuels. muertes son por causas evitables Décès sur secundarias 5 al consumo de seraient par tabaco. des causes Más del 80% de los évitables fumadores et viven 80% en des ingresos, fumeurs como usar indexes de vivent ingresos dans bajos des pays o à medios, revenus ¿no? faibles Con lo ou cual también intermédiaires. hay una Donc vulnerabilidad là, il y a aussi une importante vulnérabilité sociale y mata mucho más que el importante. resto de las Et le sustancias, tabac ¿no? Mata tue mucho más que beaucoup el plus que les alcohol, autres que otras substances, drogas plus que ilegales, l'alcool et plus que que d'autres accidentes drogues illégales, et que o les suicidios, accidents ¿no? Y ou sin que les embargo, pues suicides. nosotros Et seguimos, cependant, ¿no? O sea, vemos como la on esperanza de vida continue et on pues voit que se acorta l'espérance de y vie se aumenta raccourcit bastante el et riesgo, ¿no? augmente Además, no solamente énormément eso, le sino risque. que el Et non 50% seulement, de todos los cigarrillos 50% que de se consumen en el toutes les mundo cigarettes es consommées dans por le monde población sont con consommées par des trastorno de salud personnes mental. Esto quiere souffrant decir que des troubles mentaux. aproximadamente Ceci un veut dire que 20% de la près de población pues 20% de son la personas population, c'est estigmadas les personnes que realizan consumo de tabaco stigmatisées qui perdón, que tienen consomment trastorno du mental, tabac pues et qui ont efectivamente un consumen el trouble mental et 50% qui de consomment todo el tabaco 50% mundial, ¿no? du tabac total. Y esto se asocia siempre Et pues, a ceci est trastornos toujours mentales associé graves à des y troubles mentaux efectivamente graves a esa problemática, euh, ¿no? Además, qui engendrent donc cette vemos cómo problématique grave. Nous acorta hasta voyons 25 años aussi que le la tabac esperanza de raccourcit vida de las personas jusqu'à con trastorno 25 ans mental l'espérance de vie y bueno, pues, des pues personnes atteintes efectivamente vemos cómo de troubles incluso mentaux. Et nous dentro de voyons poblaciones de aussi que salud même personas dans de trastornos mentales, des populations los no fumadores pues tienen atteintes de troubles menos mentaux, les esperanza de vida, non-fumeurs ont moins pero d'espérance hay de una vie. diferencia abismal Mais il y a con los une fumadores différence énorme de más avec, de 25 par rapport aux años. fumeurs, vraiment de 25 ans. Ahora, bueno, pues entonces nada, esto es un poco pues para sensibilizar, ¿no? Sobre Donc, la situación y là, contextualizar la problemática que contextualiser, pour realmente sensibiliser à dentro del propos de cette ámbito de la salud problématique mental dans y las adicciones, le pues cadre estamos de la ignorando santé mentale et des esto addictions. On desde ignore nuestra perspectiva, cette dépendance es et una negligencia d'après nous, sistémica, ¿no? c'est une Estructural négligence que debemos systémique et abordar tanto desde structurelle la Fundación como de la que nous Sociedad devons Española de aborder Patología depuis Igual, ¿no? la Sí. société. ¿Por qué? Pues Ou- porque Parce vemos que como otras nous especialidades voyons se han apropiado de que esta situación, d'autres spécialités tanto se sont cardiólogos como appropriées de cette neumólogos como situation, les odontólogos, cardiologues, y les sin embargo, pneumologues, les oncologues, sabiendo que es una alors adicción, que nosotros nous, no estamos sachant que abordando c'est esta une problemática, addiction, ¿no? on n'aborde pas cette Entonces problématique. es muy importante porque Donc, c'est entre un très 10 y un important de le 20% faire parce de la qu'entre población 10 et 15% con de la trastornos mentales population graves no recibe atteinte de ni troubles mentaux información ni graves ne tratamiento. reçoivent pas ni Y de esto l'information ni es du traitement. una vulneración Et que c'est al une final vulnération. es por no verlo como un trastorno en sí. C'est Y une si violation cumple des todos los droits. On ne le criterios voit de un pas. Et trastorno alors que adictivo o c'est de vraiment neurodesarrollo, un ¿no? trouble Pero bueno, no me voy a addictif du alargar mucho en esto porque neurodéveloppement. Je ne vamos a vais pas profundizar un poco trop más m'étendre, en el estudio parce qu'on que va hemos hecho en approfondir España plutôt dans l'étude que nous avons menée en y Espagne. plantearos un poco los resultados que tenemos y cómo Et je deberíamos voudrais hacer un abordaje y partager tenerlo avec vous les integrado résultats et dentro voir comment faire un abordage et l'intégrer de la dans, problemática que tenemos actualmente del abordaje integral de la dans- patología dual. comment aborder ¿Qué donc es lo que cette vimos en el estudio pathologie epidemiológico? duale. Es un Qu'est-ce estudio que que nous avons realizamos vu dans cette étude? en C'est une España étude qui a en été 8 réalisée centros en Espagne, a nivel dans nacional 8 centres à l'échelle y en nationale. lo que y reclutamos a 180 Nous pacientes avons en recruté distintas 180 unidades patients asistenciales, dans ya différentes sean unités ambulatorios, d'assistance, hospitales de aussi bien día des unités o ambulatoires, institución de hôpitaux día, de jour ¿no? et O unités hospitalización de día. d'hospitalisation. Entonces
lo que vimos es que, bueno, los Nous diagnósticos avons más frecuentes les diagnostics les efectivamente plus eran fréquents los del étaient trastorno de espectro en effet des empático, troubles du trastornos spectre afectivos, psychotique, trastornos de des troubles personalidad y affectifs, des trastornos troubles de la personnalité, psicodisociativos. des troubles liés à l'usage de substances. Veíamos que al final Nous el avons 76% de vu las que personas 76% tenían des personnes un consumo activo de présentaient une tabaco consommation active de tabac y un 71% sí que et cumplía diagnósticos 71% répondaient aux por critères DSM-5 diagnostiques de trastorno de de consumo tabaco. DSM-5, Esto de troubles liés à si l'usage du descartamos tabac. a un 5% On a que écarté 5% efectivamente consumía tabaco, pero qui no llegaba a consommaient los du objetivos tabac, mais qui diagnósticos. ne Entonces, bueno, nos répondaient pas hace aux señalar critères un poco la diagnostiques. Ceci importancia y nous indique relevancia, teniendo en cuenta que l'importance en población general et la pertinence, tenemos vu a que dans un la population générale, nous 20-25% avons de la población que 20-25% fuma. de la population Prácticamente qui fume. es Donc, 3 veces o pratiquement, más c'est que la 3 fois población con plus trastornos la mentales que consume. population atteinte de troubles mentaux Y qui cuando fume. hablábamos de gravedad, veíamos que Lorsqu'on parle de la efectivamente, gravité, pues on es que s'est más rendu del compte que 50% plus de cumplía 50% criterios de euh, diagnóstico de trastorno por uso de tabaco, pero remplissaient 27 además les presentaba critères trastorno et moderado puis o grave. présentaient Con lo un cual, trouble no modéré ou solamente grave. vemos Donc, non que seulement son nous personas voyons qu'il vulnerables en s'agit de cuanto personnes a mayor vulnérables prevalencia, sino que encima parce qu'ils ont son plus de las prévalence, personas mais en con plus, c'est mayor les gravedad. personnes Está avec plus de radicado gravité. al número de Ceci consumo est de lié cigarrillos au y a, nombre y de a- cigarettes y a consommées la et frecuencia craving à de la consumición, fréquence perdón. Y de cuando veíamos dépendance et de craving. Et, en espacios terapéuticos, et pues quand veíamos cómo on a la vu gravedad par niveau además de soins, on s'est rendu compte que y la la prevalencia gravité et la era prévalence muchísimo mayor en étaient población de plus élevées hospitalización chez y de hospital de día des frente patients al régimen ambulatorio. hospitalisés, chez des patients en hôpital de jour par rapport au Y luego régime vimos ambulatoire. una Nous asociación más avons vu adolescente aussi une con el resto association del consumo de sustancias. Esto quiere avec decir les autres que, substances. que finalmente Ceci veut dire que cuando nosotros abordamos muchas, lorsque nous avons cuando abordé viene una persona por un problema de des consumo, personnes avec muchas un veces problème de no consommation, tenemos en cuenta souvent on ne tient que pas los compte circuitos funcionales y las que les circuitos circuits de refuerzo fonctionnels pues van a ser et de los mismos, ¿no?, renforcement que con seront otras les sustancias mêmes y esto va a avec hacer les que autres efectivamente pues substances. Et tengamos ceci muchísima fera más policonsumo en sorte de qu'il y ait tabaco, ¿no? plus Y de esto hace una cosa polytoxicomanie. bidireccional Et ceci bueno, va se dans les puede ver deux sens. muy asociado, Nous, pero on nunca voit abordamos des associations, realmente en mais on profundidad n'aborde pas el vraiment tema de del façon consumo holistique la porque el consommation, tabaco parce que seguimos le ignorándolo tabac, y esto on l'ignore. es una realidad a la Et hora c'est de une ver réalité cuántos de estas quand il personas s'agit de habían voir recibido un combien de tratamiento personnes avaient farmacológico reçu un para traitement pharmacologique la cesación, disminución o pour abandono del tabaco. arrêter de fumer Y veíamos ou que pour más réduire del la consommation de 70% tabac. Et on a vu que no plus de habían hecho nunca ningún 70% n'avaient tratamiento y jamais los suivi un tratamientos traitement que se et habían que les implementado traitements in mis en situ place con agonistas étaient faits avec agonistas de des efecto sustitutivo con agonistes nicotina ou des y traitements seguido de de la inulina remplacement con à la bupropión y nicotine ya por último pues la citosina, la citisina. avec Bien, bupropion ou y desde luego cytisine. esta sería la sala de abordaje Voici la psicológico salle d'abordage del tema del problema de de tabaco traitement y vemos que es psychologique dans les prácticamente cas de inexistente o tabagisme et on intangible. voit Y que esto c'est pratiquement inexistant. es Il una n'y a realidad. personne. No Et c'est sabemos une réalité. si en los centros Je ne de sais pas si vuestros dans trabajos les se aborda centres de manera où integral vous también este travaillez, estado on de gravedad aborde del de façon tabaco, intégrale aparte del cette resto de problématique du sustancias, tabac, pero lo à que nos part les autres substances, mais au apreciamos y moins objetivamos chez nous, es que la intervención on se rend compte psicológica que es casi l'intervention nula desde el psychologique inicio para el tema était del presque tabaco nulle y esto pues et pas spécifique finalmente, pour le tabac. como veremos, pues Et conllevará ceci, en un fin de mayor compte, número de suppose abandonos un o plus grand recaídas, ¿no? nombre d'abandonnements ou de rechutes. Entonces, bueno, está clarísimo, ¿no? Il est clair que hay aspectos clínicos que donc también qu'il y medimos a des aspects o cliniques dimensionales como era la impulsividad qui y ont été deterioro mesurés, funcional comme y vimos cómo l'impulsibilité efectivamente el ou tabaco la no solo suma, détérioration sino que fonctionnelle. Et empeora on a vu que e le tabac non interfiere y seulement desregula las TSS, con lo cual atteint la personne, mais dérègle la va a provocar personne. este deterioro funcional Et il a lo largo de la provoque vida. cette Cuando hicimos el détérioration modelo fonctionnelle au multivariado, fil vimos de que la había un vie. perfil Quand on muy a fait asociado y era el hombre cette étude, on posee a vu impulsividad y que como el les hommes ont consumo plus activo que d'impulsivité efectivamente et, pues hacía un factor de riesgo et il y importante avait une polyconsommation para el active, ce tema qui de le prolongar más rendait el consumo
Y así, un risque esta es la pour, foto de aproximadamente, que es continuation un de poco ce. todo lo que hicimos Et con voici un peu el la tema de photo de tout ce la que nous alta avons prevalencia fait, que tenemos del une trastorno image, del uso de tabaco, essentielle. esa gravedad La relativamente gravité altísima, clinique con ese importante, perfil clínico específico le de varón profil impulsivo clinique y de con homme consumo impulsif asociado y avec si une está el consommation tratamiento associée y ese et le prolongado besoin uso de de tabaco, traitement finalmente podemos concluir et la como que esta consommation de invisibilidad, ¿no? tabac Bueno, et la conclusion peut être que les TUT sont cuando vemos invisibilisés. la cuestión neurobiológica Quand nous voyons nous le voyons du point de vue neurobiologique, nous voyons qu'il y a des chromosomes et des polymorphismes impliqués très importants. y sí que es verdad que vemos que hay una Il est heredabilidad vrai altísima qu'il de y a entre une 40 y grande 80% variabilité entre del tema del 40 et consumo de tabaco, que 70% también tendremos que tener en cuenta héréditabilité estimée. dentro de ese Euh, marco de la psiquiatría de Dans ce precisión, cadre de la psychiatrie de précision, il faut no tenir compte solamente aussi du el fait tema que non neurobiológico, sino que también el seulement tema c'est une genético, question porque neurobiologique, a la mais hora de génétique hacer el abordaje de los également. tratamientos Parce qu'au moment de combinados, faire también l'abordage tenemos que ver et cómo ese concevoir des traitements citocromo combinés, il faut voir comment le cytochrome C2A6, pues con todas las pinas y demás, avec pues nos va a hacer, ¿no? Si lo vemos por el tema de la ce patología cytochrome dual, 2 à vemos que las 6 prevalencias est se impliqué. mantienen Les altísimas tanto prévalences en la sont très esquizofrenia élevées, como aussi en el bien dans trastorno la depresivo mayor, el schizophrénie que trastorno dans bipolar y el trastorno le TDAH trouble de identifica dépression et le a ese TDAH. perfil Le de TDAH varón identifie impulsivo le profil y d'un con homme mayor riesgo o impulsif et vulnerabilidad avec de plus de consumo de risques, sustancias plus de vulnérabilité de asociado, consommation que es de un substances poco el associées. target que nosotros tenemos que investigar, La ¿no? cible Nos que tenemos nous que devons preguntar, viser. ¿fuman porque están enfermos o Faut-il se están demander, enfermos porque fuman? fument-ils parce qu'ils Y sont malades aquí ou sont-ils lo que malades parce vemos qu'ils es fument? que Et ce que no nous hay voyons là, satisfacción c'est qu'il compartida, y a un hay un alivio dysfonctionnement partagé, sintomático il y a inicial aussi un que todos soulagement consideran initial o sienten, les pero patients, que les las patients pruebas son ressentent, determinantes, ¿no? mais Que al final la les cesión del preuves tabaco, montrent que le o la tabac reducción del mismo, ou la pues réduction ayuda ou también a corto l'arrêt plazo de pues fumer poder aide tener mecanismos à partir funcionales de mécanismes de uso, fonctionnels de adherencia y à moyen continuidad del terme tratamiento et farmacológico, con lo pour cual es la continuation du importantísimo traitement. saber que Donc, il ambos est très mecanismos important de savoir qu'il coexisten existe des y hay que mécanismes tenerlos en qui cuenta a la hora del coexistent desarrollo, ¿no? et il faut les tenir en considération au moment Vamos a hablar de trastornos de personalidad, de pues développer. On evidentemente va pas parler des la alta troubles de la impulsividad y personnalité, esa mais desregulación emocional pues va a ser la un factor impulsivité determinante élevée sera quand même un determinante facteur en el desarrollo de la déterminant adicción, ¿no? dans le développement Son de unas tablas de l'addiction. Cohen un poco, Voici un tableau las qui altas résume prevalencias estimadas de estos grupos de les tabaco hautes prévalences distintos trastornos de mentales, troubles de pues con consommation una de población tabac general dans que se les estima différents troubles mentaux entre un par 18 y un rapport 25%. à la population. Tenemos que desmontar todos estos mitos, ¿no? De que no quieren Alors, dejarlo, de que están les preparados, mythes qui existent, ils ne veulent finalmente pas empeora la salud s'arrêter, ils ne sont mental pas prêts, y hoy cela tenemos aggrave ya leur suficiente santé. evidencia Et aujourd'hui, para il y a assez de preuves, que assez d'évidence qui planteemos que estas pour personas con un trastorno mental grave penser pues que ces van a tener personnes alta atteintes de troubles prevalencia. mentaux graves Actualmente hay auront une varios haute prévalence. tratamientos Actuellement, il y a farmacológicos plusieurs traitements que nos permiten pharmacologiques nous hacer un permettant abordaje eficaz de faire y un seguro. abordage efficace Tenemos la et sûr. vareniclina, tenemos el Nous bupropión, avons tenemos la citisina, tenemos estos du tratamientos propion, nous sustitutivos. avons Son la fármacos que van a citicine, ser la seguros varénicline, c'est des ya en, médicaments en estas qui sont muestras sûrs. Et de dans ces personas échantillons de que han personnes usado tipos de qui ont tratamiento, pues vemos utilisé ces cómo traitements, nous avons vu determinadas son de seguros, son comment, eficaces en à part pacientes d'être sûrs, ils sont psiquiátricos, efficaces chez les psiquiátricos patients o también psychiatriques, hein. casos más recientes. Tenemos la L'essai, estimulación on l'a vu dans magnética, la l'essai escalera Eagles. profunda, que nos Il y a permite de aussi alguna la manera stimulation hacer un magnétique abordaje integral transcrânienne dentro de profonde la qui permet de patología faire un dual, que es un abordage poco intégral dans la nuestro, pathologie duel, qui est nuestra ideario, ¿no? notre idée, Aparte, tenemos que tener le siempre en centre de cuenta notre métier. Il faut tenir que compte dejar de aussi fumar que arrêter de no fumer siempre significa ne dejar veut la pas nicotina. Y toujours esto, dire arrêter la nicotine. dentro de la patología dual Dans la y dentro de los pathologie abordajes a duelle et distintos dans les problemas abordages adictivos, de ha sido différents una norma problèmes que d'addiction, también vamos s'il a été defendiendo. une norme Y, por ejemplo, el uso de qu'on on cigarrillos défend, par exemple, electrónicos, l'usage des el cigarettes snus y la électroniques, nicotina, sí que ya hay des SNAS, euh, evidencia, ¿no? En le distintos tabac sans países donde ya combustion se et la probaba nicotine orale. que Dans finalmente plusieurs pues, pays où ceci a été testé, il vemos y a assez cómo de la preuves qui disminución ha démontrent sido comment la diminution importantísima y no a solamente la été très disminución, sino que importante, hein. también nos ha Et non ayudado seulement la a diminution, mais ceci nous a entendremos aidé tener a medio y aussi largo plazo
Il faudra voir à mi et long terme si les problèmes de santé physique ou somatique diminuent aussi, vu l'impact. On parle de réduction de risque par rapport à l'abstinence totale. On peut-être pas être dichotomique, mais faire une approche chez ces personnes atteintes de troubles mentaux différentes par rapport à la population en général. Et dans ce cas, on peut parler de réduction, de remplacement du tabac par des agonistes ou par des médicaments, puis stabilisation et enfin abstinence comme dernière phase. Il faut toujours personnaliser le traitement euh, en fonction de l'indice métabolique fait à partir de détermination et puis en fonction de la pathologie duelle, il faut orienter le traitement. Nous voyons comment il y a une métabolisation rapide du cytochrome et donc ceci nous aiderait à avoir des traitements comme la varincline que nous avons conçu un traitement combiné dans lequel utiliser, et c'est ce que nous sommes en train de valider pour valider l'efficacité chez ces personnes atteintes de troubles mentaux graves qui ont plus de difficultés pour arrêter de fumer ou pour diminuer la consommation de tabac. Et puis, la combinaison semblerait ce que marquent les évidences et les preuves. Voici l'algorithme qu'on a conçu. Tout d'abord, faire un bon dépistage et un bon diagnostic, faire une classification et une personnalisation tenant compte de ces caractéristiques individuelles, à part faire une intervention psychosociale nous permettant faire cette continuité, et puis suivi structuré et les vérités dérangeantes. C'est un trouble mental. Dans le milieu clinique, parfois, il y a des gens qui ne le considèrent pas. Puis, tenir compte que la psychiatrie l'a oublié. D'autres spécialités l'ont pris en considération, comme les oncologues ou les pneumologues, les cardiologues, alors que nous, psychologues, on ne l'a pas fait. Et vu qu'il y a des traitements qui sont utiles, le fait de ne pas traiter efficacement discrimine nos patients et les personnes qui ont des pathologies duelles. Et on n'est pas en train d'aborder un problème, la pathologie duelle la plus fréquente dans notre contexte. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Basurte, pour avoir abordé cette pathologie non seulement ignorée, mais banalisée aussi. Et maintenant, on passe la parole à mon collègue avec lequel j'ai à la Tilsa Garretxe. Nous avons parlé de gambling, nous avons parlé de tabac et maintenant nous allons passer à un domaine que beaucoup d'entre vous connaîtrez parce qu'à l'époque du sida, le noyau de ces journées à THS dans les années 80, c'était les opiacés. Pour commencer, on souhaite la bienvenue à Pablo Vega, vice-président actuel de la Société espagnole de pathologie duelle et qui est le directeur du Centre d'action duelle de Madrid, qui va nous parler du système opioïde endogène, son importance et traitement. Merci. Merci. Tout d'abord, donc, vous remercier d'être là. Je tiens aussi à remercier le comité donc, de m'avoir invité. Moi, en tant que médecin, moi, je travaille dans un centre qui traite les addictions. Donc, ça fait plus de 30 ans
que j'ai commencé à traiter notamment donc les troubles liés à l'utilisation des opioïdes. Et aujourd'hui, je tiens à vous faire une présentation à partir de ce qui est la pathologie duelle. Alors, donc, c'est ma déclaration d'intérêt. Et regardons donc, on va commencer. Rapport au niveau européen, où l'on peut voir que le 0,3% des adultes donc, a consommé des opiacés en 2022. Et cette réalité n'a pas changé, ce qui veut dire qu'à peu près le 860 000 personnes en Europe consomment des opiacés, c'est-à-dire 63 000 cas qui représentent le 25% donc de nouveaux venus ou de nouveaux traitements, de nouvelles personnes traitées au niveau de ces centres. Depuis le moment où le patient commence à consommer de l'héroïne jusqu'au moment où il vient nous consulter, donc 14 années se découlent. Il faut savoir que les opiacés étaient présents dans les 74% des décès liés au surdosage. Par rapport donc à la pathologie, les études les études les plus récentes, nous avons été en Norvège et dans la République tchèque. Dans la période, on parle donc d'une pathologie, d'une prévalence plus importante et un 60 dans la République tchèque, alors qu'il y a un 80% en Norvège. Étant les troubles les plus fréquents, l'anxiété, troubles de la personnalité et dépression. Il y a des différences aussi au niveau du sexe par rapport à la pathologie duelle dans les deux pays, que ce soit la République tchèque ou la Norvège. Là, c'est un article qui m'a beaucoup surpris et qui centrait sur la différence des sexes. Alors, cette étude nous dit que les femmes développent des phénotypes d'addiction et de dépendance et que, notamment, ils ont des problèmes plus rapidement que les hommes. Alors, cette étude a été faite en le comparant avec le rat et on a compris que suite donc à une administration continue de fentanyl, et donc c'était les femelles qui souffraient le plus rapidement d'une dépendance que les hommes, que les mâles. Et quand on retirait les opiacés, les effets indésirables étaient plus importants. Donc, en fait, cela montre bien la base idéologique liée donc aux différences entre les sexes. Alors, cette étude, qui est une révision systématique et une méta-analyse patient, montre que les 74% se répètent, que ce soit dans les sciences. Et c'est le trouble dépressif, l'anxiété, les troubles d'anxiété, le TDAH avec un 20%, et stress post-traumatique et troubles de la personnalité, des troubles antisociaux, troubles de la personnalité limite. En fait, c'est des réalités qui sont beaucoup plus présentes dans les consommateurs d'opiacés. Cette étude nous dit que plus de la moitié d'ordonnances sont liées à des maladies mentales. Cela veut dire que pour des adultes et atteints de troubles mentaux, les 20% en plus consomment des opiacés. Et il y a des peptides endogènes, il y a l'endorphine, les encéphalines et il y a trois familles de récepteurs, c'est-à-dire kappa, les récepteurs mylo et les récepteurs du TAS. Et donc, toutes ces familles de peptides peuvent s'unir avec les récepteurs spécifiques. S'il y a une interruption dans le système, alors cela peut provoquer des excès dans la perception, dans le comportement, et cela va se traduire dans des expressions phénotypiques qui sont assez semblables à d'autres domaines psychiatriques. Cette étude nous parle du récepteur mou
Alors, il nous dit que la fonction régulatrice, l'analgésie va être récompensée, les réponses émotionnelles. S'il y a un dysfonctionnement lié aussi à bien la dépendance, par défaut ou par excès, est lié donc à l'addiction, à la dépendance et à d'autres troubles mentaux. Si on travaille sur la neuroplasticité, alors on va donc provoquer des changements favorise la dépendance. Le système kappa, qui est aussi important dans la pathologie duelle, c'est-à-dire l'anti-récompense, qui fait une modulation de l'humeur, il régule la réponse au stress et qui est essentiel pendant le sévrage. Si l'on stimule trop le récepteur kappa, alors on augmente donc l'anxiété et le risque de rechute. C'est pour ceci qu'il est si important, les agonistes donc pour traiter ces patients. Et le troisième récepteur, c'est-à-dire le modulateur émotionnel, la triple modulation qui participe à la régulation de la douleur, des émotions, a un risque de dépendance moindre que les autres récepteurs de opiacés et donc en fait va créer de l'impulsivité, de la vulnérabilité à des troubles. Quelles sont donc nos options de traitement? Alors, on a les antagonistes opioïdes qui vont bloquer les récepteurs pour prévenir les effets, les agonistes opioïdes et qui vont activer de manière contrôlée les alpha-2 adrénergiques qui sont utilisés au début quand on a commencé avec ces patients il y a plus de 30 ans, la chloridine par exemple, ou le traitement symptomatique. Il faut savoir que le guide canadien donc, va nous conseiller des traitements de première intention. C'est la méthadone et la buprenorphine, donc dans le traitement par l'usage de opiacés et la morphine, donc de la libération prolongée. Mais c'est un médicament que nous n'avons pas à notre disposition. Les traitements pharmacologiques est fondamental. Les interventions sociales, en fait, sont aussi importantes. Il faut le contrôle du sevrage isolé et sans aucun traitement continu, en fait, nous donne de très mauvais résultats, c'est-à-dire ce sont des patients, ce sont des maladies mentales chroniques liées donc à un déficit d'opiacés et nos patients donc vont avoir toujours des programmes de substitution. Il faut intégrer la réduction donc des dommages avec des patients qui continuent à consommer, mais il faut améliorer leur qualité de vie. Et quels sont les agonistes? On a la méthadone, en Espagne en tout cas, et en tant qu'agoniste partiel de récepteur mou, on a la buprenorphine avec l'antagonisme des récepteurs kappa. Alors, quelle a été l'évolution du traitement? Alors, depuis 1960, où Dolly Swan donc, a commencé à programmer la méthadone, qui est un agoniste total, administration quotidienne, et donc formulation orale, comprimée. En 1990, nous avons eu la buprenorphine comme étant une agoniste partielle, donc avec une administration quotidienne de comprimés sublinguaux. En 2000, on a la naloxone pour prévenir le mauvais usage parentéral. Et tout récemment, en 2018, en Espagne, en fait, c'est la buprenorphine à action prolongée, qui est avec des injections sous-cutanées mensuelles ou hebdomadaires. Alors, quelle est la différence entre les agonistes totaux et les agonistes partiels? Alors, tel que on voit à l'image, les agonistes totaux alors sont très puissants et pour l'euphorie et pour la dépression respiratoire. Ils ont la même activité intrinsèque que les neurotransmetteurs naturels, alors que les agonistes partiels donc, sont capables de se lier aux récepteurs en produisant seulement certains effets. Alors, et donc, c'est intéressant de pouvoir les utiliser dans le cas de dépression chez nos patients.
Alors, des études nous parlent que avoir recours à des agonistes ou à des agonistes partiels va réduire le risque de 8 fois pendant le traitement. La mortalité va se réduire de 8 fois. La mortalité va augmenter significativement en cas d'interruption du traitement ou s'il y a des obstacles à l'accès et que les critères stricts d'admission peuvent limiter l'impact sur la population de manière positive. Alors, ce qu'on a pu constater concernant les agonistes opioïdes, alors c'est une étude qui va réduire la consommation intraveineuse et l'utilisation de seringues après 6 mois d'études. Il va y avoir une réduction dans les infections et risques associés. Donc, la disponibilité de traitement est essentielle pour pouvoir sauvegarder les bénéfices pour cette population. Alors, cette étude nous parle on montre que l'utilisation des agonistes réduit les infections de hépatite C et VIH. Quand les patients donc, vont s'injecter des opiacés, il va y avoir une augmentation dans le comportement à risque, c'est-à-dire qu'ils consomment et ils partagent les seringues ou de sexe non protégé. Il y a un 10%, jusqu'à 10% de nouveaux diagnostics aux États-Unis en VIH et l'importance des traitements intégrés ou les propres centres. Donc, on fait un dépistage de VIH ou hépatite C à nos patients, aux patients ayant donc une pathologie duelle ou des troubles liés à la consommation d'opiacés. Si l'on regarde donc la sécurité respiratoire. Alors, dans les études nous disent que la buprenorphine est beaucoup plus sûre, liée à l'effet plafond, c'est-à-dire même si on donne plus et qu'on donne plus de traitements ou le patient prenne plus de cachets dont il a besoin, donc il va y avoir une sécurité respiratoire. Alors, en association avec, quand c'est associé avec les benzodiazépines ou de l'alcool, il peut augmenter le risque. Et donc, il est important de pouvoir faire un suivi du patient par rapport au risque du cutter prolongé. Cutter prolongé et il est beaucoup plus fréquent avec la méthadone. Chaque fois que l'on démarre un traitement avec de la méthadone, il faut faire un électroencéphalogramme, surtout chez des patients qui ont des doses assez élevées de méthadone. Et il faut évaluer la hypocalémie et qui vont donc prolonger l'intervalle de QT. Cette étude nous parle de la rétention de patients soumis à la buprenorphine versus le méthadone. Alors, la méthadone, aussi bien que la buprenorphine, la rétention est assez semblable d'un 43 à 47%. Et il est vrai, il faut reconnaître que les études nous parlent d'une rétention plus importante chez la buprenorphine et à libération prolongée, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a moins d'études liées à l'utilisation de cette substance. Les facteurs qui vont déterminer l'utilisation, le choix d'un médicament ou l'autre, c'est le patient, c'est l'accès aux doses, c'est le coût. En Espagne, la méthadone est gratuite et la buprenorphine sublinguale. Alors, les patients doivent payer une partie du traitement. Alors, quel est le profil de candidat au buprenorphine? Des femmes surtout, car la prévalence de pathologies duelles est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Donc, elles présentent beaucoup de troubles émotionnels, alors la dépression ou l'anxiété. Alors, on a vu que on obtient des meilleurs résultats chez des patients qui travaillent, qui font des études, des patients stigmatisés, le fait de devoir aller dans un centre, récupérer les traitements, etc. Donc, il y a des patients jeunes, il y a une plus forte acceptation des conducteurs, car il y a une plus grande sécurité au volant. Et par rapport donc aux patients sans domicile fixe et antécédents pénitentiaires,
liées donc à l'accès à des doses stables de buprenorphine pendant tout le mois, c'est mieux là de pouvoir donc prescrire la buprenorphine à action prolongée. Quelle est l'efficacité au bout de, tel qu'on l'a pu voir dans le cadre de cette étude, au bout de 16 semaines, en fait, il y a un transfert. Il y a un transfert qui se fait assez rapidement. Alors, cette étude nous parle des profils de patients. Et donc, en faisant la différence entre donc, la buprenorphine sous-linguale et l'injectable. Cette étude nous montre qu'il est très adapté donc, aux personnes ayant donc des dépressions ou des personnes ayant d'autres problèmes, comme c'est le cas de l'hépatite C non traitée, d'autres maladies, pardon. Alors, donc, en regardant qu'on a des alternatives thérapeutiques qui pourraient fonctionner mieux chez certains patients que d'autres, et on le verra à partir de la pathologie duelle, à partir de cette approche, les dernières données du plan national en Espagne nous disent que presque 50 000 patients sont en traitement avec de la méthadone et uniquement 6 045 ou de la naloxone. Alors, on n'a pas encore tenu compte de la buprenorphine à libération prolongée, mais c'est vrai que nous avons très peu de patients qui suivent suivre ce traitement. Et alors, pour finir, nous allons voir les différences entre la méthadone et la buprenorphine à partir de l'approche de la pathologie duelle. Et qu'est-ce que les évidences scientifiques nous disent? Alors, cette étude de Maré-Manique 2011 nous disait que la méthadone est plus efficace chez des patients avec des aspects sensitifs psychotiques, c'est-à-dire tous les patients donc, présentant des symptômes psychiatriques, alors que la buprenorphine, c'est plus lié au plus efficace dans les cas ayant des comportements agressifs, violents, suicides, etc. Alors, quelle est la décision clinique du point de vue de la pathologie duale? Alors, pour prescrire un médicament ou l'autre, faire une évaluation complète et voir les autres troubles mentaux, les risques suicidaires, l'observance au nom du traitement et le risque cardiaque. La buprenorphine, l'avantage est qu'en tant qu'antagoniste kappa est idéal pour des patients souffrant de dépression, ou alors que la méthadone, en tant qu'agoniste pur mou, est idéal pour des patients atteints de psychose ou des patients qui nécessitent une analgésie puissante. Alors, il faut faire un dépistage psychiatrique avant de démarrer le traitement, une coordination multidisciplinaire entre la santé mentale et les centres. Et la littérature scientifique qu'est-ce que l'on y retrouve? On y retrouve que la buprenorphine est plus efficace avec symptômes de dépression que l'antagoniste kappa et la modulation de la sérotonine nous donne un meilleur profil antidépressif et qui est important surtout avec des patients ayant des troubles liés à l'état et la consommation d'opioïdes, c'est-à-dire l'état et par rapport au stress, le récepteur kappa qui est très important dans la dysphonie, si l'on le stimule, il y aura plus de stress et il y aura donc une consommation impulsive. Avec les antagonistes comme la buprenorphine, on réduit la motivation négative et le craving. Alors, c'est très efficace dans les troubles d'anxiété. La douleur critique, et donc effectivement, va intervenir sur la douleur. Il va réduire la dépression, soulage la douleur, a un profil de sécurité. Il faut savoir que les patients ayant donc des douleurs chroniques ont parfois d'autres opioïdes.
nous disent qu'il va y avoir une réduction aussi bien, il va y avoir donc les épisodes psychiatriques, il va y avoir une réduction des symptômes, il va y avoir donc une stabilisation de la consommation de la psychose. Et les conclusions. Alors, elles ne sont pas nombreuses, mais quelque part, on a des alternatives thérapeutiques disponibles, efficaces pour traiter ce trouble, qu'il faut le faire à partir de la médecine de précision, c'est-à-dire il faut individualiser nos patients, voir quelle est la pathologie duelle qui accompagne les pathologies et que les sciences et que les études nous parlent de traitement optimal à partir du point de vue de la pathologie duelle. Merci. Merci, Pablo. Alors, on conclut avec le dernier, avec Monsieur Roncero, qui est, tout le monde connaît, il a travaillé dans les addictions et dans ce qui est le monde de la pathologie duelle. Il est le président de l'association des pathologies duelles et il est professeur à Salamanque, alors, alors il va nous parler de l'importance de la pathologie duelle dans les troubles, dans l'utilisation des opioïdes et la relation avec le suicide. Bonjour. Muchas gracias. Bien, merci aux organisateurs en premier lieu, Jean-Pierre, à Kais et à toute l'équipe qui nous transporte et qui nous amène ici. Et merci de nous laisser de pouvoir parler en espagnol cette année-ci, que nous allons le faire d'une manière bien plus facile que dans le passé, c'était en anglais. Et j'espère que les interprètes vont pouvoir s'adapter à la vitesse. Bien, nous sommes dans un lieu fantastique avec un climat subtropical que vous nous avez préparé. Malheureusement, on n'est pas des surfeurs et pas pouvoir utiliser la plage ce matin, mais on nous a convoqués pour parler précisément de sujets importants au sein des addictions et au sein de les pathologies duelles. Et je vais vous parler de la question du suicide sur des personnes qui ont des troubles par usage d'opiacés. Bien, nous allons faire certaines réflexions d'abord sur est-ce que le suicide est-il pertinent dans notre société? Ensuite, nous allons approfondir sur les questions qui ont des patients atteints de WOD et voir ensuite s'il est nécessaire d'associer cela à d'autres troubles mentaux et donc l'existence d'autres pathologies duelles. Et je souligne d'autres troubles mentaux parce que nous devons avoir cela très clair à l'esprit qu'on parle bien ici des troubles mentaux. Bien, le suicide apparaît dans de nombreux contextes. D'abord, ce sont des maladies médicales depuis des situations dans lesquelles dramatiquement nous avons vécu à l'issue de la pandémie du Covid, aussi l'existence de troubles mentaux, numéro un, ou peut-être ce qui est le plus mentionné et fréquent, les troubles dépressifs et atteint aussi bien des adultes, aussi des femmes, aussi des hommes. Ces données sont espagnoles, mais je pense qu'en France, c'est très semblable, beaucoup plus hommes qu'à femmes concernant les suicides aboutis, aussi plus les personnes âgées que des âges standards. En Espagne, par exemple, nous nous trouvons plus ou moins autour de 4000 suicides à l'an. Nous ne savons pas très bien combien c'est avec des personnes ayant des troubles mentaux ou sur des personnes eh bien, peut-être atteintes de consommation d'autres substances, mais le suicide touche une population particulièrement sensible aussi, tels les enfants. Et ça, c'est important. Avec le Covid et en France, je suppose aussi, d'après ce que j'ai lu, vous avez plus ou moins eu la même circonstance. Il y a beaucoup plus de cas, donc des gestes suicides, des automutilations et des tentatives de suicide. Et le suicide abouti, eh bien, touche des situations assez graves. En urgence aussi, nous voyons ces circonstances, une augmentation, un pic donc aussi de automutilation
non suicidaires. Heureusement, nous n'avons pas eu un grand nombre de suicides aboutis avec les adolescents, mais quand même. Je vous parle donc de suicide, mais le suicide ou le terme, le comportement suicide touche différents aspects, depuis les dommages sans une définition claire jusqu'à l'idée directement de suicide et le suicide abouti. Il y a eu des espèces disons, de voir comment on pouvait catégoriser tout cela, et je vais vous parler plutôt ici des idées suicidaires et surtout les tentatives de suicide. Et cela est important, cette réflexion, nous l'avons fait aussi avec d'autres collègues européens sur des patients en raison des troubles associés à l'usage d'opiacés, parce que normalement, ceux qui sont traités, ils sont traités avec des médicaments agonistes opiacés, et je pense que aussi c'est une majorité évidemment en France, et ces médicaments, il ne faut pas les oublier, sont des dépresseurs du système nerveux central, et ils peuvent aussi utiliser par des phénomènes d'abus et d'autres consommations, d'autres substances, d'autres médicaments qui sont dépresseurs du système central. Je parle d'alcool et beaucoup d'autres substances. Cela génère donc que nous avons une espèce de prédisposition médicamenteuse pour générer des morts quand on utilise de manière combinée, non contrôlée, des dépresseurs du système nerveux central. Le suicide, en général, pour les personnes qui consomment des drogues, cela a déjà été étudié, associé à de l'impulsivité, des histoires d'abus, d'autres troubles ou la présence d'autres troubles mentaux. Je vous montre là les références. Et dans ce contexte-là, donc, on envisage la question de divulguer, former les médecins, les spécialistes pour des traitements plus ajustés concernant le risque suicide et la détection précoce des idées suicidaires pour éviter que cela n'arrive pas à une tentative. Et dans ce cas-là, c'est important ce que nous sommes en train de faire ici en termes d'éducation médicale et sanitaire pour que tous on revienne chez soi, que les patients, en raison de ces consommations d'opiacés, il faut bien réviser en permanence, je dis bien, tout au long risque de suicide. Et ensuite, une question avec les opiacés qui est très important. On en discute un peu sur cet article. Combien de surdoses d'opiacés sont des essais ou tentatives de suicide? Combien de morts par overdose sont finalement des suicides aboutis? Eh bien, ça, malheureusement, eh bien, cela, on a très peu d'informations, mais c'est une réalité aussi quand vous faites une enquête avec un patient qui a fait une overdose, qui dit carrément qu'il voulait se tuer lui-même ou que s'il devait mourir, ça n'avait pas d'importance. J'ai consommé sans véritablement faire attention. Je ne savais pas, j'ai changé de dealer et je n'avais pas la pureté du produit, ou j'ai augmenté la dose sur ce que je fais normalement, jusqu'à qu'à un moment, les effets agréables, reconfortants, entre guillemets, eh bien, arrivent directement à une dose qui peut être mortelle. Bon, et cliniquement, il y a toujours ce doute ou cette question-là. Ce sujet-ci, l'overdose, les effets secondaires ou les éventuelles morts, il faut toujours les étudier et avec toutes les différentes substances. Là, je vous amène un article très récent, justement, concernant d'autres éléments, comme nous le voyons là. Mais rappelez-vous que toute substance opiacée, nous devons l'avoir dans le radar des risques de suicide. Il y a quelques semaines à peine est apparu également cet article très intéressant d'un groupe australien qui sont très connus
et qui essayait effectivement d'évaluer dans ce cadre-là les risques ou les facteurs associés avec les tentatives de suicide et aussi les propres automutilations. Et ils étudiaient de multiples facteurs avec beaucoup d'éléments. Pendant 11 ans, cette étude a eu lieu sur des personnes et véritablement, ils parvenaient à la conclusion qu'il y a une série de facteurs qui sont impliqués, entre autres celui qui est hospitalisé, celui d'avoir d'autres troubles mentaux, par exemple, les borderline, comme il disait, aussi avoir des psychoses, avoir des dépressions, de l'anxiété. Donc finalement, comme vous le voyez, à nouveau, on revient au domaine de cette pathologie duelle en raison de patients qui effectivement ont des problèmes associés à l'usage des opioïdes et aussi des personnes qui étaient en prison. Bien, il propose alors un modèle, ce groupe, de pourcentage de personnes qui font des tentatives de suicide. Heureusement, les suicides aboutis ne sont pas très, je veux dire, importants dans leur étude, mais c'est vrai que ce sont des morts qu'il faut tenir compte. Dans cette deuxième partie, je voudrais vous présenter certaines données de notre équipe, faites avec mes collègues de Barcelone et avec lesquels nous continuons à travailler malgré que, comme ils m'ont introduit ici, je suis lié avec, comme professeur de l'université de Salamanca, même si je travaille cette année-ci avec l'Université européenne de Valladolid. Et ces données sont issues quand je me trouvais dans l'Université de Barcelone et dans laquelle nous avons analysé un grand nombre de patients, plus de 3000, qui venaient à un dispositif ambulatoire, donc pour pouvoir s'occuper des gens qui consommaient, c'était des adultes. Avec les données, ils avaient plus de 18 ans. Je vous présente des données de plus d'une décennie. On a incorporé ceux aussi qui faisaient effectivement des consommations d'opiacés avec aussi des critères de DSM-4 et TR5 et on incorporait donc de 4 à 5 séances d'évaluation avec des psychiatres entraînés où on faisait une évaluation psychotechnique, socio-environnementale très considérable. Cela supposait donc que beaucoup de patients, malheureusement, ne terminent pas toute l'évaluation puisque c'était une évaluation exhaustive. Les patients d'où on démarrait étaient près de 4000 patients. La moitié ont été exclus du travail parce qu'ils n'avaient pas des OUD, ils avaient d'autres circonstances et ceux qu'on pouvait incorporer. Donc, il y avait une partie assez importante qui n'avait pas complété l'évaluation complète. Certains avec des problèmes de barrière de langue et des problèmes légaux. Et finalement, nous avons analysé 329 patients. C'est une réflexion, je vous dis, d'un travail d'une décennie. C'est difficile d'analyser ce type de patients de manière complète et intégrale. Et les données, probablement, ont un certain biais de survie en termes de ceux qui viennent aux évaluations. Cela ne veut pas dire que les autres 1500 ne sont pas parvenus à des traitements. Certains continuaient à avoir les traitements, mais ils ne participaient pas correctement dans les séances d'évaluation. Cet article que je vous ai présenté a été accepté et nous avons là, je crois, si je ne me trompe pas, depuis mars de cette année-ci, nous avions cette autorisation. Malheureusement, il n'a pas encore été publié dans la revue, dans le journal. Nous espérons que dans le numéro de novembre-décembre, on va la publier, mais on n'est pas sûr 100%. Et maintenant, nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont le lancer. Vous savez que les Américains ont des problèmes avec leur administration actuellement et l'un des effets collatéraux, c'est que effectivement que le maintien et les professionnels vont plus lents ou même sont à l'arrêt actuellement. Alors j'espère quand même qu'à
accès à cet article et si vous avez un intérêt spécial, on pourrait aussi vous envoyer nous-mêmes notre version. Bien, alors nous avions donc qu'est-ce qu'on a découvert parmi ces patients? Ces 320 idées suicidaires apparaissent sur plus de la moitié. 1 sur 2 avait eu des idées suicidaires. Cela est plus ou moins en accord avec d'autres études préalables, mais cela nous indique clairement qu'il nous faut prendre en considération 1 sur 2 de ces patients ont des idées suicidaires et 1 sur 3, donc 35%, ont eu des tentatives de suicide, ce qui nous indique très clairement que c'est un pourcentage et un nombre de patients très élevé. Nous devons être vigilants, non seulement les médecins, les psychologues, aussi les équipes d'infirmerie qui souvent sont en contact permanent avec ces patients quand on leur donne la méthadone, la buprenorphine, le reste des médicaments, parce qu'ils peuvent aussi faire un travail très important dans la détection et la prévention, aussi bien des idées que des tentatives qui, comme vous le voyez, atteint un nombre considérable. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui influencent. Je ne prétends pas que vous puissiez voir là tous les tableaux et toutes les données, aussi bien des idées que de ces tentatives, mais je peux déjà commencer à vous dire que la présence d'autres troubles mentaux dans certains cas de psychose, on ne parle pas seulement de dépression, sont associés ou aux idées ou directement aux tentatives de suicide. Nous étudions l'Eurobasic pour cet échantillon et quand nous évaluions les échelles et les sous-échelles de l'Europacie sur cette population, il y avait certaines sous-échelles qui étaient associées à l'emploi, l'abus de l'alcool, je disais, des problèmes psychologiques. Et quand on appliquait les corrections statistiques, etc., ce qu'on observait, c'était la sous-échelle d'altération psychologique qui finalement est quelque chose et une façon de mesurer la présence d'autres troubles ou d'autres traits si on le voit d'une manière transdiagnostique, mais finalement c'est le domaine de la pathologie duelle. Le modèle, quand nous faisions la régression multiple, eh bien finalement les facteurs associés aussi bien aux idées que aux tentatives suicides ou suicidaires étaient d'avoir d'autres addictions, d'autres risques donc, évidemment, avoir des moments d'abus et des épisodes d'abus et aussi le nombre de troubles, d'autres troubles mentaux. Donc finalement, avec ces données, finalement, nous sommes en train de le souligner, comme nous le disons, dans tous les travaux que nous faisons depuis la Société espagnole de pathologie, d'indiquer la pertinence de ces troubles doubles. Et s'il a d'autres troubles mentaux, attention parce que vont avoir lieu des effets de complications beaucoup plus élevés. Il y a une autre donnée que nous n'avons pas étudiée, mais que je ne voudrais pas oublier dans la présentation pour que vous puissiez l'incorporer, qui est que les facteurs pour avoir des qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Et sur cette population, nous devons nous centrer parce qu'en plus, ils ont d'autres troubles mentaux. Nous sommes presque, je dirais, en train de prédire une nouvelle tentative de suicide qu'il nous faudrait absolument éviter. Comme message final, et je crois que je maintiens le temps alloué, le suicide est très prévalent donc pour
chez les patients atteints de TOU que les troubles doubles sont l'un des facteurs les plus pertinents, pour ne pas dire celui qui est le plus pertinent, et plus il y a de troubles, plus de risques il y a, des risques donc de récidive, et n'oublions pas ceux effectivement qui ont déjà eu ces tentatives. Vous tous, vous êtes invités, s'il vous plaît, à nous accompagner dans le prochain congrès. Il y aura des présentations en espagnol, mais aussi en anglais, de la Société espagnole de pathologie duelle que nous allons tenir au mois de mai, du 6 au 9 mai l'année prochaine. On ne vous promet pas des ouragans et que la mer soit très active, mais on vous promet un climat méditerranéen et que je suis sûr vous allez pouvoir jouir d'une grande activité scientifique, y compris des aspects associés au suicide et la pathologie duelle. Merci beaucoup de votre attention. Bien, à présent, nous allons ouvrir le débat. Il nous reste environ une vingtaine de minutes, donc tout va très bien. Maintenant, nous tous, nous avons parlé en espagnol, mais maintenant, les questions, vous pouvez évidemment le faire et en français, en espagnol ou en anglais, comme bon vous semble, avec l'aide des interprètes. Allez-y. Oui, bonjour Didier Touzeau, je m'occupe de la société francophone de tabacologie et je voulais remercier Argais et Jean-Pierre d'avoir mis la tabacologie en avant dans ce congrès. Alors, une première remarque, c'est les interactions du tabac avec les médicaments en psychiatrie sont extrêmement importantes et probablement invalident les traitements en psychiatrie et empêchent leur efficacité. Je crois que c'est un point à souligner. Ça, c'est une première remarque par rapport à l'exposé de tout à l'heure. Et deuxièmement, ce que je veux reprendre aussi ici, c'est que la plupart des patients, aussi bien en psychiatrie que dans les traitements, dans les cliniques qui s'occupent de traitements addictifs, par exemple, les patients sous méthadone veulent arrêter le tabac. Et le gros problème qu'on a actuellement, c'est la possibilité d'avoir des tabacologues compétents, capables de les traiter. Parce que souvent, il y a une méconnaissance complète, et en France aussi, j'imagine en Espagne, de cette discipline qu'est la tabacologie. Le troisième point, c'est le problème un peu de la réduction des risques en matière de tabac. Pour le tabac à fumer, il n'y a pas de réduction des risques. Pour le tabac fumé, bien entendu. Donc, la seule solution, c'est l'abstinence. Et évidemment, il faut pouvoir proposer des lieux sans tabac, et notamment dans les services. Et la première chose qu'il faut faire dans ces cas-là, à mon avis, c'est traiter les soignants. Parce que c'est souvent eux qui posent le plus de problèmes et qui empêchent les patients d'accéder aux soins. Voilà, c'était quelques remarques. Y a-t-il une question, du coup? Bonjour, je vais poser ma question en français. Donc, Florence Vorspan, Université de Paris-Cité. Ma question s'adresse plutôt à Carlos Roncero. Et donc, parce que vous avez présenté des résultats qui portent sur le risque suicidaire ou le risque de tentative de suicide chez des patients qui ont un trouble de l'usage des opioïdes. Mais on a plutôt dans l'idée cliniquement que les opioïdes sont finalement un traitement les TSO sont un traitement protecteur contre la dépressivité de l'humeur ou les épisodes dépressifs ou les tentatives de suicide. Est-ce que vous avez un commentaire ou une intuition clinique sur un risque spécifique chez les patients
Sí, que normalmente se suele decir que el tratamiento de opiáceos pues, protege en medida de algunos trastornos depresivos y demás, y que en los datos que tú has presentado también hay esa relación con el suicidio. A ver si tú tienes alguna intuición sobre qué sería el factor que sería un factor diferente del uso de otras sustancias sobre pues, el vínculo con el suicidio. Bueno, respecto Bien. a los Concernant les patients avec qui ont des dépressions en raison de l'usage d'opiacés, c'est vrai que parfois on disait qu'il y a certains médicaments agonistes peuvent avoir des effets plus positifs sur l'amélioration ou la stabilisation de l'humeur. Par exemple, je parle bien de la buprenorphine par rapport à la méthadone. Mais il y a d'autres opiacés qu'on utilise aussi, comme la morphine en Europe, mais la vision est intermédiaire. Évidemment, quand on parle de personnes qui prennent des opiacés, je crois que nous devons avoir le contexte que l'on... Enfin, j'allais faire une petite boutade, mais bon, je laisse passer. Normalement, il nous faut faire toujours un bilan entre les opiacés et d'autres substances, les stimulants, par exemple. Toujours essayer de faire une bonne évaluation, un bon bilan. Nous envisageons qu'est-ce que cette personne est en train de prendre, quelle dépression ou quel niveau de dépression, parce qu'aussi nous sommes face à des choses qui ont certaines dimensions, et quel traitement peut-on appliquer. Moi, je crois que le message important que vous pouvez emporter chez vous et dans votre poste de travail, c'est que cet aspect, nous devrions l'évaluer, demander aux propres patients quand nous savons que ce patient a une hyperactivité, a une psychose en plus et d'autres troubles mentaux, le warning, le signal doit s'allumer parce que ce sont des patients ayant beaucoup de risques pour pouvoir avoir des idées suicidaires ou des tentatives de suicide. Le TDAH ou les troubles avec la cocaïne serait un bon exemple paradigmatique pour des patients vulnérables aux essais, aux tentatives et des idées suicidaires. Je ne sais pas si je suis parvenu à vous répondre complètement, madame. Autre question. Jean-Pierre? Bon, ah oui. Sí, solo un comentario. Gracias, Ignacio, por haber hablado de la importancia del tabaco y del poco caso que se le hace. Pero muchos pacientes no tienen screening necesario en cuanto a tabaco. Solo una historia. Cuando intentamos abrir centros de metadona en Francia, conseguimos en Bayona abrir uno de los dos primeros centros de metadona franceses. En 94 fue muy complicado. Pero desde hace unos años, en esta guerra de la metadona que vivíamos, nos apoyaba mucho el profesor Chuck O'Brien de Filadelfia, un gran amigo, gracias a quien tenemos también este congreso aquí. Y cuando abrimos el centro de metadona, estaba muy orgulloso de enseñarle, y en este momento en el hospital nos habían puesto la sala de espera, estaba una cosa como un pasillo grande pero cerrado, no corría el viento y todo el mundo fumando, tanto los que se ocupan de los pacientes que los pacientes. Y él, medio con una pequeña tos, me decía: enhorabuena, Jean-Pierre, enhorabuena por la metadona, pero, ¿sabes? No van a morir de la metadona, van a morir del tabaco. Y cuando, ¿sabes? Está demostrado, hay todas las evidencias que se puede tratar el tabaco con estos pacientes. Desde entonces lo hemos hecho, pero este año
de estos pacientes nos han muerto 3 de cáncer de pulmón, de BPC o broncohepatitis crónica obstructiva, BPCO se dice en francés, y no de otras patologías. Es verdad que estos pacientes heroinómanos y politóxicos se han muerto del tabaco. Otra pregunta más. D'autres questions, s'il vous plaît? No. Non? Bueno, pues si no hay Bien, más comentarios. s'il n'y a pas d'autres commentaires ou de questions, eh bien, nous allons clore cette session plénière. Vous remercier de votre présence parmi nous. Merci à ce panel fantastique et nous savons que c'est compliqué et Carlos doit repartir en avion. Je ne sais pas si vous allez aller plus rapidement ou non avec les grands vents. Merci de votre présence et on revient ici à 11h15 pile pour continuer sur les pathologies duelles et également des troubles de développement. Merci. De hacer una minuta de video con cada uno. Oui, yo soy de Matornesi, on va le faire ici, c'est quelque chose. Una entrevista